December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui en compagnie de mon cher stagiaire, Monsieur Kevin Labelle. Gros upgrade. T'es rendu fin en temps. Ah oui, je fais attention ce soir. On a aussi avec nous l'incontournable Camille. Oh. Comment ça va, Camille? Ça va, toi? Ça va super bien. Et nous avons la progéniture du stagiaire, Naomi. Allô? Comment ça va, Naomi? Ça va, toi? Super bien. Content de t'avoir avec nous derrière le micro. Aujourd'hui, c'est pour les gens sur Twitch, on fait un enregistrement de 3 épisodes. C'est la journée Apporter ton enfant. C'est moi qui ai fait ça. Hein? C'est moi qui ai fait ça. Ouais. C'est une fierté que tu peux avoir, mon gars. On a, c'est ça, Naomi qui va nous accompagner pour notre soirée d'enregistrement. Puis on commence ça aujourd'hui avec du crime à mes oreilles. Let's go. C'est pas pire, il est pas trop rough. Plus léger que les derniers, donc. Ben, quand même la mort de quelqu'un, mais ouais, il est peut-être pas trop rough quand même. Il n'y a pas de tapossage sur la gueule d'une femme ou des affaires de même. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la musique. Quand on regarde Slipknot, est-ce que vous connaissez Slipknot? Bien sûr. Oui. Est-ce que tu connais Slipknot? Non, hein? Non, c'est pas ta génération. C'est un gros groupe de... sont considérés comme un des plus gros groupes de métal en ce moment dans le monde. Ils sont 9 sur stage, sont déguisés, masqués, puis gros band. Quand on regarde Slipknot, on voit les masques. On voit Corey Taylor qui gueule. On voit Clown qui frappe sur des cakes de bière. C'est le chaos visuel. Mais derrière ce chaos, il y avait une fondation, une structure. Il y avait un cœur qui battait. Ce cœur, c'était le numéro 2. Paul Derek Gray. Est-ce que vous connaissez un petit peu les membres de Slipknot? Non, je sais pas c'est quoi son masque, celui-là. Non, c'était au départ, c'était le cochon. Puis son masque a évolué comme un peu un hommage à Hannibal Lecter, un peu. Okay. C'était le bassiste du groupe. Avant d'entrer dans notre sujet principal, il faut comprendre une chose. Sans Paul Gray, Slipknot n'existe pas. Point final. Aujourd'hui, on dissèque la vie de l'homme derrière le masque de cochon, de ses débuts dans ses sous-sols de des moines jusqu'à cette nuit tragique de mai 2010. Paul n'est pas né dans le champ de maïs, et dans les champs de maïs, il est né à Los Angeles en 1972. Mais c'est quand sa famille déménage à Des Moines, dans l'Iowa, que tout change. L'Iowa, pour un jeune métalleux dans les années 90, c'est le néant. Il n'y a rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire, pour Paul, il y avait 2 choix. Soit tu deviens fou, soit tu crées de la musique pour ne pas le devenir. Parce qu'il y a pas mal de monde que ça sauve un peu des fois là, d'avoir ça. Puis pour eux autres, ben, il y avait heureusement ça. Paul, c'était le rassembleur. C'était le gars cool, gentil, que tout le monde aimait. Au milieu des années 90, il traîne avec Sean Crane, le clown, et d'autres amis. Il jamme dans des sous-sols qui sentent la moisissure puis la pisse de chat. C'est là que Slipknot est né. Donc, c'est moins de l'amour que c'est aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir pour notre dossier, c'est que Paul n'était pas juste le bassiste. C'était le compositeur principal. Les riffs mélodiques, Midlock de Surfacing, de Wait and Bleed, c'est lui. Il amenait une musicalité dans ce qui n'était que du bruit.
En 99, l'album éponyme il sort. Explosion mondiale. Il passe de Freak de l'Iowa à l'un des plus grands groupes de métal au monde. Le masque de Paul, au début, c'est un masque de cochon en latex qu'il a acheté pour quelques dollars quand il était jeune. Plus tard, ça devient un masque de style de Hannibal Lecter, comme je vous disais. Mais le succès amène le poison. Oui. C'est là que l'histoire sombre commence. La période de l'album Iowa, en 2001, est reconnue comme la plus sombre du groupe. Ils se détestent, ils sont épuisés, puis ils sont défoncés. Paul a toujours eu un côté bon vivant, mais durant ces années-là, on passe de la fête à la dépendance. L'héroïne et les opiacés font leur entrée. Pourquoi? Pour gérer la douleur physique de la scène, la pression et probablement pour gérer ses propres démons intérieurs qui cachaient derrière son sourire légendaire. En 2003, il y a un accident de voiture. Il percute une autre voiture. La police le trouve confus. On retrouve de la marijuana, de la cocaïne puis des traces d'opiacés dans la voiture. C'est les premiers red flags publics. Le monde réalise que le numéro 2 va pas super bien. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on a vu pour la première fois comme son visage. Sans les masques, genre. Sans le masque à cause de la photo de le mugshot dans le fond de la police. Là. C'est un dévoilement. Ouais, super le fun. Super bon contexte. Là. Ouais. La décennie avance. Le groupe sort Subliminal vs. Volume 3. Paul semble aller mieux. Il fait des séjours en désintox. Il essaie de se nettoyer. En 2008, il épouse Brenda. C'est l'amour de sa vie. Et en 2009, ils annoncent qu'ils attendent leur premier enfant. Une petite fille. Sur papier, Paul est sauvé. Il y a le succès avec l'album All Up Is Gone. Il y a une famille, il y a de l'argent, mais l'addiction, c'est pas un interrupteur que tu fermes. C'est une maladie chronique. Et c'est là qu'entre en jeu un facteur médical crucial, la douleur physique. Paul souffrait, son dos, ses épaules, des années de headbanging avec une basse lourde. Il se tourne vers les médecins pour l'aider. Et c'est là que le piège se referme. On lui donne pas juste de l'aspirine. De l'oxy, genre, je sais pas quoi. On lui donne des antidouleurs lourds, des opiacés. Pis ça, c'est dangereux pour un ancien... tabarnak. Héroïne... c'est un ancien addict. Pas encore, il va falloir que tu fasses du montage. Ouais, mais non. Un ancien addict, là. Un esti de mot, là. De ce mot qui sortira pas à soir. Aujourd'hui. Demain. C'est comme donner une allumette à un pyromane. On arrive à mai 2010. Paul est censé se préparer pour la prochaine tournée. Mais ses proches voient que ça ne va pas. Il est distant, il bafouille. Brenda, sa femme enceinte, trouve des aiguilles à la maison. Le cauchemar recommence. Elle tente de le confronter. Elle appelle les autres membres du groupe. Elle crie à l'aide. Elle veut une intervention, mais ça s'organise pas. Le vendredi 21 mai, Paul quitte la maison. Il dit qu'il a besoin de temps. Il va s'isoler. Il conduit jusqu'à l'hôtel Town Place Suites à Urbandale. Urbandale. OK. Oui, yes sir. Vive l'anglais, je suis tellement bon. C'est aux États-Unis, en tout cas. Ouais, c'est ça. En banlieue de Des Moines. Il check-in chambre 431. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Nous sommes le lundi 24 mai. La famille n'a pas de nouvelles depuis 2 jours. L'inquiétude est à son comble. Un employé de maintenance de l'hôtel s'approche de la chambre 431. Il cogne, il n'y a pas de réponse. Il entre. La scène est calme, un peu trop calme. Paul est là, il bouge pas. Autour de lui, il n'y a pas de fête, pas de groupie. Juste la solitude de l'addiction. Une seringue, des pilules éparpillées. Les secours arrivent, mais il est déjà trop tard.
Le corps est froid. Le numéro 2, il est parti. Oh, c'est triste. Le rapport dira plus tard qu'il est mort d'une overdose de morphine et de fentanyl, combiné à une cardiomégalie. Est-ce que vous savez c'est quoi la cardiomégalie? Une condition cardiaque. Mégalie, c'est quelque chose qui est trop gros, I guess, mais... Pas pire. Tu sais quoi, cardiomégalie? Problème cardiaque. Problème cardiaque. C'est un problème cardiaque. Oui. Trop gros aussi. Il y a un cœur trop gros. Ironique, non? L'homme qui avait le plus grand cœur du groupe est mort parce que son cœur était littéralement trop gros pour sa poitrine. Et parce qu'on l'a bourré de chimie. Mais qui lui a donné cette chimie? C'est là que l'histoire se transforme en enquête criminelle. Paul a mal. Il a passé 10 ans à se briser le corps sur les scènes du monde entier. Hernie discale, douleur chronique. Le gars joue pas de la flûte. Il joue de la bass dans Slipknot. En se faisant rentrer dedans par des fûts de bière que Clown lui pitch dessus. Des fûts? Des fûts, des kegs. Ouais. Mais Clown, ça, il tape avec son bat de baseball sur des kegs, puis il décroche ça, puis ça se battait carrément sur le stage là, à une certaine époque, mettons. Là. Puis toi, je sais que t'es quand même fan de Slipknot à une certaine mesure. Ouais, moi ça a été mon band préféré là, pendant longtemps. Là. Puis, tu sais, j'aime encore ça aujourd'hui. J'écoute un petit peu moins, mettons, ce qui se fait plus récent. Mais je vais encore revisiter quand même régulièrement les plus vieux albums, mettons, de ceux-là avec lesquels j'ai grandi, là, mettons. Fait que, oui. Puis, mettons, juste me rappeler la date, là, c'est passé 2009. C'est en quelle année qu'il est décédé? 2010. 2010. Fait que c'est dans le moment où t'écoutes. Donc, toi, c'est un passage qui a touché le groupe. Ouais, moi, je me compte chanceux parce que, mettons, ça, il est mort durant la tournée. Tu sais, un peu comme durant la tournée d'All Up Is Gone, mettons. Mm-hmm. Qui est le dernier album que Paul a fait. Puis moi, je l'ai vu en show pour la première fois durant cette tournée-là. Fait que j'étais content d'avoir eu la chance de l'avoir vu au moins le band complet une fois. Là. Une première fois, tu sais. Puis après ça, il est mort. Là, je les ai revus aussi avec les nouveaux membres depuis. Là. Okay. Mais ouais, c'est ça. Il est mort. Moi, mettons, All Up Is Gone, c'est un son que je commençais à moins aimer, mettons, de Slipknot. J'aimais encore super gros ça, mais je trouvais que à partir de là, il y avait vraiment une tournure plus commerciale. Elle avait déjà commencé avec l'album précédent. Mais à partir de là, il y avait vraiment eu une tournure vraiment plus commerciale, mettons, du groupe. Là. C'est tout. C'est moi. Bonne intervention. Merci. Ça donne-tu des points de stage? Ou... Non. Faudrait pas exagérer. Quand tu... fait que tu te fais défoncer à un coup de fût de bière. Quand tu as mal comme ça, tu ne cherches pas à te droguer pour le fun. Tu cherches à arrêter pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être un père, un mari, un musicien. C'est là qu'il rentre dans le bureau d'un homme qui a une excellente réputation à Des Moines. Il ne va pas voir un petit dealer dans une ruelle. Il va voir un spécialiste. Son nom, Dr. Daniel Baldi. Mais c'est juste, moi, je me demande, il y a peut-être une réponse, là, mais c'est quoi que tu prescris à un homme qui a mal, mais qui a un historique d'addiction? Tu sais, je veux dire, c'est quoi la solution s'il n'y a pas d'antidouleur qui se prescrit? Je pourrais pas te dire c'est quoi, mais il faut qu'il y ait un suivi, tu sais, super rapproché pour un ex-toxicomane, puis il doit avoir des certains trucs qui sont moins certaines molécules, c'est ça, qui sont peut-être plus éloignés. Là, je suis pas médecin. Ouais, c'est ça. Je suis pas médecin non plus, là, fait que je pourrais pas te dire ça, mais c'est ça. Je sais qu'il y a des alternatives ou qu'il faut qu'il y ait un suivi, puis selon les signes que ton patient te démontre, là, tu dois prendre des choix. Ouais. Faut comprendre qui est ce gars-là. Daniel Baldi, c'est pas le cliché du médecin véreux des films. C'est le pain management spécialiste.
spécialiste de la gestion de la douleur. Il travaille pour l'Iowa Health System, une grosse structure respectée. À Desboines, Baldi, c'est un peu une vedette locale. C'est le médecin que tu vas voir quand tu es quelqu'un. Il aime ça, l'aura du show business. On l'appelle parfois le Rock Doc. Il ne soigne pas juste Paul Gray. Il a soigné d'autres membres de Slipknot par le passé aussi et d'autres personnalités locales. Paul entre dans son bureau avec une confiance totale. Pour lui, Baldi n'est pas un dealer, c'est un sauveur en blouse blanche. C'est l'homme qui a la clé pour faire taire la douleur. La relation commence officiellement le 27 décembre 2005. Quand même 5 ans avant l'incident. C'est la première fois que Baldi prescrit quelque chose à Paul. Au début, ça ressemble à de la médecine normale. Paul explique ses douleurs, Baldi l'écoute, mais très vite, une dynamique étrange s'installe. Paul a une historique connue de toxicomanie. C'est écrit dans son dossier médical. Dépendance aux opioïdes. Un médecin éthique, voyant ça, doit être hyper prudent. Il doit dire « Ok, Paul, on va gérer ta douleur, mais pas avec des narcotiques, parce que tu es à risque. » Mais Baldi, il fait le contraire. Paul lui dit « J'ai mal », Baldi sort le stylo. Il ne remet pas en question, il dit pas non. Il veut être le bon gars, le médecin cool, qui comprend les rockstars. Il veut garder ses clients prestigieux. Je vais prendre une gorgée. Bien mérité. Rendu là, la gueule sec. Fait qu'autrement dit, il a fourni des antidouleurs pour être cool. Ouais, il a pas posé aucune question, dans le fond. Il remettait pas en question tout ce que... Puis il se calissait un peu, là, on peut voir ça de même. Là. C'était comme plus une relation professionnelle, c'était comme une relation amicale. Là. C'est ça qui faisait que ça marchait pas. J'imagine. Ouais, en même temps, il veut garder sa réputation de médecin qui... tu vas le voir, puis ta douleur est gérée pour vrai. Là, fait que... Puis il t'ostine pas, puis il te croit, puis... Bon. C'est là que l'analyse des dossiers devient effrayante. On n'est plus loin, on n'est plus dans le soin, on est dans la distribution. Entre décembre 2005 et mai 2010, Baldi devient le robinet principal de Paul. Regardez ce qu'il lui prescrit. C'est pas de l'Advil, c'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité des dépresseurs. Des analgésiques, opioïdes pour la douleur, des anxiolytiques, du Xanax pour l'angoisse. Ce mélange-là est mortel. Littéralement, les deux ralentissent ton système respiratoire. Si tu en prends trop, tu oublies simplement de respirer. Et Baldi le sait, il a fait 10 ans d'études pour ça. Paul vient le voir, parfois dans un état second, parfois en se plaignant d'anxiété, et la réponse de Baldi est toujours la même. Une nouvelle ordonnance. C'est facile, c'est propre, c'est légal. Paul ne se voit pas comme un junkie qui rechute. Il se dit, c'est le docteur qui me le donne, j'en ai besoin, c'est un médicament. C'est là un peu aussi le danger de rechute aussi. Là, Ben ouais. C'est comme insidieux parce que t'as l'approbation du médecin, mais en même temps... Puis tu vas chercher ça à la pharmacie. Tu sais, c'est tout du légal. C'est pas tout croche. Tu sais. C'est ça le piège. Baldi a légitimé l'addiction de Paul. On avance vers la fin 2009. Paul est clean de l'héroïne de rue, mais il est accro aux pilules de Baldi. Le médecin continue de prescrire des quantités massives, même quand Paul manque des rendez-vous ou semble confus. Il y a un terme pour ça dans le jargon policier. Le enabling, la facilité. Baldi ne soignait pas la douleur de Paul. Il soignait son addiction. Il nourrissait la bête. Pourquoi? Peut-être par ego, peut-être par négligence,
ou peut-être parce qu'il était dépassé par la célébrité de son patient et qu'il n'osait pas de lui dire non. Paul a obtenu ses dernières munitions, non pas dans un deal de rue, mais dans une pharmacie, avec un papier signé par le docteur Baldi. Et c'est avec ces munitions-là qu'il est entré dans la chambre 431. Le corps de Paul Gray a quitté l'hôtel. Les funérailles ont eu lieu, les larmes ont coulé, le monde du métal est en deuil. Mais pendant que les fans allument des chandelles dans les bureaux de la police d'Urbandale et du département de la santé de l'Iowa, les lumières restent allumées tard le soir. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand un junkie meurt d'héroïne dans une ruelle, la police cherche le dealer au coin de la rue. Mais là, la scène de crime est remplie de flacons orange, parfaitement légaux, avec des étiquettes de la pharmacie. L'enquête s'ouvre, et ce qu'ils vont découvrir, ce n'est pas une erreur médicale, c'est un massacre administratif. Le rapport d'autopsie tombe. C'est froid, c'est clinique, cause du décès, toxicité, combinée de morphine et de fentanyl. Faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Le fentanyl, en 2010, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. C'était pas encore une crise des opioïdes qui tue des milliers de personnes par an dans les rues. C'est un médicament au dernier recours pour les cancers en phase terminale, pour les douleurs atroces. C'est 50 à 100 fois plus fort que la morphine. Fait que c'est une bonne dose. Ouais, c'est ça. Puis c'était moins commun dans le temps, non? Ouais. Ouais, c'est ça. C'était pas populaire dans les rues, puis tout ça, là. Paul n'avait pas le cancer, il avait mal au dos. Le rapport montre que les taux dans son sang étaient létaux. Son cœur, déjà affaibli par la cardiomégalie, n'avait aucune chance. Il s'est endormi et son système respiratoire a juste oublié de fonctionner. La question des enquêteurs change instantanément. C'est plus de quoi qui est mort, c'est qui lui a donné une arme chargée chimique. Les enquêteurs remontent la source. Aux États-Unis, chaque pilule est tracée. Ils regardent les flacons trouvés dans la chambre 431. Le nom du prescripteur est partout. Daniel Baldi. Mais un seul mort. C'est peut-être un accident. C'est peut-être un patient qui n'a pas écouté les consignes. Pour accuser un médecin de crime, il faut plus que ça. Il faut un pattern, une habitude. C'est là que l'enquête devient terrifiante. La police de l'Iowa Board of Medicine, l'ordre des médecins locaux, ouvre les archives du docteur Baldi. Il regarde pas juste le dossier de Paul, il regarde tout. Et ce qu'il trouve, c'est une usine à prescription. C'est là que l'enquête devient... excusez, j'ai repris le même phrase. C'est là qu'on voit plein de red flags. Des signes évidents qu'un patient est en train d'abuser du système. Des signes évidents qu'un patient est en train d'abuser du système dans le dossier de Paul. Les enquêteurs trouvent des notes hallucinantes qui datent d'avant sa mort. Paul venait voir Baldi et demandait des renouvellements hâtifs. Il disait avoir perdu ses flacons. Il demandait des doses plus fortes. C'est là le gros red flag de la toxicomanie. C'est écrit noir sur blanc. Comportement de recherche de drogue. N'importe quel étudiant en médecine de première année sait qu'à ce moment-là, tu dois couper les vives. Tu dois dire stop. Mais l'enquête révèle que Baldi a fait l'inverse. À chaque red flag, il répondait avec une signature verte. Il a continué à prescrire des narcotiques puissants à un toxicomane connu, sans suivi adéquat, sans test d'urine régulier. Et c'est là que la négligence devient criminelle. Ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Mais dans le fond, il y avait toutes les notes dans ses dossiers, comme quoi qu'il était en recherche de drogue, mais il continuait. Fait qu'il faisait bien sa job en étant... Mais il faisait pas bien sa job. Non, mais il répertait... Ouais, il écrivait bien ses notes, mais il faisait pas sa job. Ouais, fait qu'il laissait des traces de négligence, c'est ça? Ouais. Quand même. Mais attendez, ça devient pire. En épluchant les dossiers,
Les enquêteurs réalisent que Paul n'est pas le seul. Oui. Ils trouvent d'autres noms, d'autres dossiers qui se terminent par un certificat de décès. Ils identifient 7 autres patients du docteur Baldi morts d'overdose. 7 des hommes, des femmes qui venaient pour des douleurs, qui sont repartis avec des cocktails mortels. L'enquête conclut que Baldi avait une habitude de prescrire des briques de médicaments à des patients instables. Il est devenu, aux yeux de la loi, une menace pour la santé publique. Ça a pris 2 ans à monter le dossier en béton. En septembre 2012, le couperet tombe. Le procureur du comté de Polk dépose les charges. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Daniel Baldi est arrêté et inculpé de 8 chefs d'accusation d'homicide involontaire. 1 pour Paul Gray, 7 pour les autres. C'est historique. On parle pas de faute professionnelle ici. On parle de prison. Le procureur dit clairement ces morts n'étaient pas des accidents. C'était le résultat prévisible d'une pratique médicale dangereuse. Baldi plaide non coupable. Il affirme qu'il a toujours agi dans l'intérêt de ses patients, qu'il essayait de soulager leur souffrance. Le docteur est planté, d'un côté, un médecin respecté qui jure avoir fait sa job, de l'autre, 8 cadavres et une veuve en colère. Le plus gros procès de l'histoire musicale de l'Iowa va commencer. Nous sommes en avril 2014, 4 ans après la mort de Paul. Le tribunal du comté de Polk à Des Moines, l'ambiance est électrique. C'est pas un procès normal. Dans les bancs, il n'y a pas juste des avocats en complet gris, il y a des membres de Slipknot, sans masque, il y a la famille, il y a la presse internationale. L'État de l'Iowa contre Daniel Baldi. L'enjeu, si Baldi est reconnu coupable, il risque jusqu'à 18 ans de prison. La stratégie de l'accusation est claire. Baldi a été imprudemment négligent. La stratégie dans la défense est brutale. Paul Gray est le seul responsable de sa mort. Faut toujours que la victime soit... Hein? Ouais. Le procureur Jeff Noble ouvre le bal. Il passe pas par 4 chemins. Il dépose des preuves sur la table. Il présente au jury le concept du continuum des soins. Un médecin doit évaluer, traiter et réévaluer selon l'accusation. Baldi a sauté l'étape de réévaluer. Il montre les prescriptions de la dernière période. Xanax pour l'anxiété, fentanyl en patch et en pilule, et de la morphine. Le procureur martèle un point précis. Baldi savait que Paul était un toxicomane en rémission. L'argument clé, vous ne donnez pas une bouteille de whisky à un alcoolique pour soigner son mal de gorge. Alors pourquoi donner des opiacés à un toxicomane pour son mal de dos? Ça, c'est encore écrit l'autre mot. Je suis pas capable de lire en ce moment. C'était super naturel, on l'aurait pas su. Je sais. Je suis trop honnête. Trop honnête. Ouais. Tu sais, le petit problème. La culpabilité. Là. Là, je me suis perdu avec ça. Bon. Pour l'accusation, ce n'est pas de la médecine, c'est de la complaisance criminelle. L'avocat de la défense, Guy Cook, est un requin. Il sait exactement où frapper. Il défend pas la moralité de Baldi, il défend la causalité légale. Tabarnak. Sa thèse est simple et dévastatrice. Les médecins ne sont pas des devins. Il explique au jury que les toxicomanes sont des experts en manipulation. Il affirme que Paul Gray mentait à son médecin, qui cachait sa consommation, qui disait aller bien pour obtenir ses doses. Cook pose la question qui tue. Si un patient ment à son docteur, prend plus de pilules que prescrit, ou se procure de la drogue ailleurs en même temps, est-ce que c'est la faute du docteur?
C'est l'argument de la responsabilité personnelle. Il peint Paul non pas comme une victime, mais comme l'architecte de sa propre destruction. Vous en pensez, vous autres? Je trouve que c'est pas tout noir ou tout blanc, hein? C'est... Ouais, c'est... Ben... Mettons rendu là. La question se pose, mais avec 7-8 victimes... Oui, mais à l'inverse, il dit on peut pas donner de l'alcool pour soigner un mal de gorge à un alcoolique, mais ça soigne pas un mal de gorge. Là, mais moi, j'ai posé la question tantôt, c'est quoi qu'on donne à quelqu'un qui a mal au dos si on peut pas lui donner des antidouleurs? Mais c'est un médecin, il est censé le savoir. Ouais, mais je pense pas que l'acupuncture pour quelqu'un qui a fait ce que lui a fait comme métier pendant 10 ans... Mais non, mais il y a sûrement d'autres choses que tu peux donner quand même. D'autres relaxants, mais... je trouve que... Il y a des points qui se tiennent des deux côtés. Je sais pas comment ça va se partager, là, mais je veux pas dire qu'il est responsable de sa mort nécessairement à 100%. C'est sûr qu'il l'a facilité, mais je sais pas. C'est complexe, je trouve. C'est le moment charnière. Brenna Gray, la veuve, s'approche de la barre. Elle est fragile, mais déterminée. Elle va livrer un témoignage qui va faire les manchettes partout. Elle raconte les derniers mois. Elle décrit Paul comme un homme qui sombrait. Mais elle amène une preuve physique. Elle raconte au jury qu'elle a trouvé des aiguilles hypodermiques flottant dans les toilettes et dans la poubelle de leur maison. Ce qu'elle a fait, elle les a prises en photo. Les détails qui tuent, elle affirme sous serment avoir montré ces photos-là au docteur Baldi. Oups. Ouais. Elle lui a dit, regardez, il rechute, il utilise des aiguilles. Selon elle, Baldi a regardé les photos et a continué à prescrire du Xanax et de la morphine quelques jours plus tard. Si le jury croit ça, Baldi est fini. C'est la preuve qu'il savait. Mais la défense contre-attaque. Il n'y a aucune note dans le dossier médical qui mentionne ces photos. C'est sa parole contre les archives. Et là, Brenna dérape. Ou plutôt, elle vide son sac. L'émotion est trop forte. L'avocat lui demande si elle a cherché de l'aide ailleurs. Et elle lâche cette bombe qui a secoué le monde du métal. Elle raconte que le samedi 22 mai, 2 jours avant la mort de Paul, elle a appelé les frères de Paul, les membres de Slipknot, Clown, Corey. Elle leur a dit que Paul va mal, il est au fond du trou, j'ai besoin d'aide pour une intervention. Sa déclaration au tribunal est glaciale. Personne n'est venu. Elle a ajouté que certains jouaient au golf ce week-end-là, qu'ils ne voulaient pas être mêlés à ça, qu'ils avaient peur pour leur propre sobriété ou pour leur image. Imaginez l'ambiance dans la salle. Les membres du groupe sont assis. Ils entendent la veuve de leur meilleur ami dire qu'ils l'ont abandonné. C'est un moment de vérité brute. Ça ne change rien à la culpabilité de Baldi, mais ça montre que Paul était seul, terriblement seul. Revenons à la science. C'est ici que le procès se joue techniquement. L'accusation a un problème majeur, un problème microscopique. Paul est mort d'un mélange de morphine et de fentanyl. Baldi lui prescrit de la morphine et du fentanyl. 1 + 1, ça égale 2. Mais pas en droit criminel. Les experts de la défense soulèvent le doute raisonnable. Ils posent l'hypothèse suivante. Est-ce qu'il est possible que Paul ait obtenu ses pilules ailleurs? D'un autre médecin, d'un ami, d'un dealer. Le rapport de toxicologie peut dire quelle drogue était dans son sang, mais il ne peut pas dire d'où venaient les pilules. Il n'y a pas de code barre sur les molécules dans l'estomac. L'expert de la défense affirme « On ne peut pas exclure que Paul ait pris du vieux stock ou des médicaments achetés au noir. » Si le jury a le moindre doute sur la provenance des pilules et que la main spécifiquement
Attends, je recommence ça. Si le jury a le moindre doute que les pilules mortelles venaient spécifiquement de la main de Baldi ce jour-là, ils doivent l'acquitter. Les délibérations durent 2 jours. Le 1er mai 2014, le jury revient. Le juge lit le verdict. Pour la mort de Paul Gray, non coupable. Pour la mort des 7 autres patients, non coupable. L'acquittement est total sur les charges d'homicide. Brenna quitte la salle en pleurs. Les membres de Slipknot sont sous le choc. Baldi, lui, pleure de soulagement dans les bras de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est innocent moralement. Mais parce que la loi exige une certitude absolue, le jury n'a pas pu prouver le lien direct et exclusif entre les prescriptions et le décès. À cause du comportement imprévisible de Paul, le patient menteur. Baldi évite la prison, mais sa carrière est en ruine. Le 1er mai 2014, le docteur Baldi ressort libre du tribunal. Pour la justice, le dossier est clos, non coupable. Mais pour Slipknot et surtout pour la famille, c'est une insulte. C'est comme si on disait que la mort de Paul n'avait pas d'importance, que c'était juste un junkie de plus qui avait glissé. L'ironie administrative, quelques mois plus tard, la commission médicale de l'Iowa a quand même suspendu les licences de Baldi. Admettant qu'il était un danger, mais il n'a pas fait de prison, il a juste été mis au coin. Aujourd'hui, il a même retrouvé le droit de pratiquer sous condition. Pendant ce temps-là, Paul est toujours 6 pieds sous terre. Le groupe se retrouve... Imagine avoir un médecin de famille qui peut prescrire sous condition. C'est comme rassurant. Ouais, hein? Ça doit pas être super populaire quand t'as le choix. Là. Ouais, c'est ça. C'est une question de choix, je pense. Au pire, un médecin au Québec, c'est un médecin, là. Ouais. Le groupe se retrouve donc en 2014 avec une rage immense. Ils ont perdu leur frère. Ils ont perdu leur compositeur principal. Ils ont perdu leur foi en la justice. Ils n'ont juste qu'une seule arme pour répondre. Le studio. C'est là que sort l'album Point 5 The Great Chapter en octobre 2014. Le titre est brillant. Il a une triple signification. Le chiffre 5 pour le 5e album. Le Grey pour Paul Gray. Et surtout la référence aux 5 étapes du deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression puis l'acceptation. Cet album n'est pas juste une collection de tunes, c'est un document légal émotionnel. C'est le contre-procès, là où le tribunal a été froid et technique, l'album est chaud et viscéral. Corey Taylor l'a dit, cet album-là est l'histoire de nous essayant de survivre sans lui. L'album commence avec la chanson 19. C'est pas du métal, c'est une marche funèbre. Corey chante presque a cappella. This song is not for the living. This song is for the dead. Cette chanson, c'est pas pour les vivants, elle est pour les morts. C'est la procession vers le cercueil. C'est le moment où il réalise que le numéro 2 ne se relèvera pas. Skeptique, c'est la chanson clé pour notre dossier. C'est une lettre ouverte à Dieu, à l'univers et aux médecins. Les paroles... La dernière feuille, avec la lumière, c'est Paul. Paul, achète de l'encre. C'est en commande. C'est la chanson clé pour notre dossier. C'est une lettre ouverte à Dieu, à l'univers et aux médecins. Les paroles sont brutales. The world will never know another man as amazing as you. Pour le stagiaire. Le monde ne connaîtra jamais un autre homme aussi incroyable que toi. C'est beau.
C'était un message ou une traduction, ça? C'est une traduction. Ouais, ça semblait personnel. Non, traduction, mais pour lui, parce que l'anglais, c'est son fort. Mais il y a aussi de la rage pure. I won't let you disappear. Je te laisserai pas disparaître. Il est tellement fin à soir. Prends tout ce qu'il te donne. C'est ce qu'on aura juste presque à Saint-Valentin. Hein? Ah, ça doit être ça. Dans cette chanson, le groupe règle ses comptes. Il hurle que la mort de Paul est un gaspillage monumental de talent. Dans The Devil and I, rappelez-vous du témoignage de Brenda Gray. Il accusait le groupe de ne pas avoir été là. Et dans Devil and I, Corey chante Undo these chains, my friend. I'll show you the rage I've hidden. Défais ces chaînes, mon ami. Je vais te montrer la rage que je retiens. C'est beau. Oui, c'est parfait. C'est bon? Tous mes commentaires, c'est genre, ça devient chaud. Pas sûr, c'est ça le thème. C'est intense. C'est une introspection. Le groupe doit affronter ses propres culpabilités. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Est-ce qu'on a ignoré les signes? Le vidéo montre le membre du groupe se faire tuer de manière horrible. C'est symbolique. Ils tuent leur ancien moi, celui qui a laissé Paul mourir pour renaître. Musicalement, l'absence de Paul se fait sentir. Paul, c'est le gars qui amenait les mélodies bizarres, les riffs glauques. Sur cet album, le guitariste Jim Root a dû prendre le relais massivement pour l'écriture. Ils ont engagé Alessandro Venturella, qu'on appelle V-Man dans le band, pour la basse, mais ne lui ont pas donné le numéro 2. Ils ne lui ont pas donné le masque personnalisé ils n'y ont pas non plus donné de masque personnalisé au début. Pourquoi? Par respect pour le poste de Paul n'est pas vacant, il est tenté. Ils ont même continué à jouer comme en tournée avec au début avec le costume de Paul sur stage puis sa bass sur stage sur un support dans le fond là. Cet album prouve une chose. Paul n'était pas juste un bassiste. Il était le lien. La colle qui tenait ces neuf fous ensemble. Sans lui, Slipknot est devenu plus sombre, plus mature, mais définitivement blessé à jamais. Alors qu'est-ce qu'on retient de ce dossier? On a vu un homme talentueux détruit par la douleur physique. On a vu un système médical qui a préféré le profit et la facilité à la sécurité du patient. On a vu une justice impuissante face à la complexité de l'addiction. L'histoire de Paul Gray et du Dr Baldi, c'est un avertissement. Si vous avez mal, posez des questions à vos médecins. Si vous voyez un ami sombrer, n'attendez pas pour intervenir, même si c'est gênant. Même si vous avez peur de le fâcher. Parce que des fois, parce qu'une fois que la chambre 431 est fermée, c'est trop tard. Slipknot a survécu, mais le Great Chapter ne sera jamais clos. Paul Derek Gray est décédé, c'est ça, en mai 2010. Et c'était notre histoire pour aujourd'hui du crime à mes oreilles. C'était bien intéressant. Merci, Alex. Gros épisode. Gros épisode. Qu'est-ce que vous pensez de vous de ces histoires-là un peu, tu sais, comme grosse histoire médicale, là, à quel point il peut avoir une responsabilité du médecin rendu là quand tu connais toutes ces choses-là. Puis les preuves photos, okay, ça peut être un choix de pas mettre ça dans son rapport. Ça peut être, c'est tout ça qui est un doute aussi. Là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est quoi? C'est 7 personnes plus Paul, c'est 8 personnes totales. Hein? C'est pas une en plus. Ouais, ça ressemble plus à un tueur en série qu'à Mais c'est 8 sur combien?
Bah, c'est 8 sur combien? Le doute ça reste ça pareil, c'est le doute là. raisonnable en cours, mais. C'est ça. 8, tu sais, je sais pas à quel point. Je sais pas. Ouais, ok, 8 sur 1 million, mais il n'y a pas 1 million de patients. Je sais pas. Ben, moi Mais non là, plus, là. Laisse donc Sûrement faire, pas. je veux plus en parler avec toi. J'ai gagné. T'as gagné. Non, mais merci d'avoir été là, de faire ça avec moi. Stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre? Partout, mais pas sur Spotify. You got it. You got it, baby. Merci d'avoir été là. Merci, Nao. J'espère qu'on t'entendra plus dans les prochains épisodes. Elle serait chaud. Oui, on se déjeune. On se fait du plaisir. Ceux-là qui sont sur Twitch, on vous revient dans une quinzaine de minutes environ. Et on se dit à tout de suite.